Hebdo Show Algérie reprend, mesdames et messieurs, pour une dernière partie. Place tout de suite à DZ Showtime, on y arrive. Et cette partie, c'est la partie de Nariman Zekar. Comme vous le savez, Nariman Zekar qui vient de nous rejoindre autour de la table. Et vous n'êtes pas seul, Nariman, vous êtes accompagné ce soir de l'international algérien, ex-international algérien, Karim Matmour. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Et vous êtes là pour parler de la Coupe arabe de la FIFA, Nariman. Exactement, ce soir, on va crever l'abcès. On le sait, ce dernier match, il a fait mal, très mal, mais pas mal au classement, plutôt mal au moral. Mais rassurez-vous, on va en parler ce soir calmement avec quelqu'un qui connaît très bien le football. Je ne parle pas de Mehdi Guézard. Non, pas cette fois, Mehdi. Comment c'est tac là? Là, c'est un carton rouge là. Je parle de vous, Karim. Karim, avec un peu de recul, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de ce match Algérie-Émirats Arabes Unis? Non, c'est mal. Algérie reste du monde. Comment tu trouves le match Algérie reste du monde? Comment tu as trouvé ce Algérie, Amérique du Sud, Algérie, voilà. Brésil. Bon, il y a deux questions. Donc du coup, déjà, bon, par rapport aux Émirats, moi je pense que c'est même pas sur eux qu'il faut se focaliser. C'est plutôt sur la performance de l'Algérie. On est l'Algérie. Exactement. Et on avait les individualités supérieures à toute la sélection des Émirats. Et c'est peut-être pas ce que la question, c'était qu'est-ce que on doit retenir, mais c'est qu'est-ce qu'on va retenir. On va retenir forcément la disqualification, en tout cas de ne pas avoir gagné. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses à retenir qui sont plus importantes. En fait, c'est déjà de comprendre c'est quoi l'objectif de cette équipe, parce qu'on n'y va pas avec Léa. On ne peut pas aller dans un objectif de performance. On est parti avec une équipe A'. L'équipe A', c'est censé être l'antichambre des A. Donc, c'est censé propulser les jeunes joueurs et les amener vers les A. Et après, quand on regarde un petit peu plus l'organisation et comment ça s'est passé un peu sur toute la préparation, moi, je l'avais dit dans une autre émission ici sur cette chaîne, qu'on avait une sélection nationale et on n'avait pas encore une équipe, parce que ces joueurs qui ont été sélectionnés une semaine avant la compétition, ils n'ont jamais joué ensemble. Je veux dire, le premier match qu'ils ont fait, il y avait eu le 11 de départ n'avait eu aucun match de préparation ensemble. Et donc, du coup, au final, pour la question de base, parce que là, je m'éparpille, c'est une déception, forcément, parce qu'en plus, on avait les clés dans le match. On avait l'opportunité on avait les occasions de marquer à de nombreuses reprises et on n'y est pas arrivé, donc forcément on est déçus. Karim, il y a aussi la question de l'arbitrage qui était au cœur des discussions. Est-ce que certaines décisions ont, selon vous, pesé sur le déroulé de la rencontre? Non, pour moi, non. Ouais, l'arbitrage, voilà. Il faut pas être chauvin dans le sens où il faut critiquer pour critiquer. Et c'est pour ça que je vais dans le sens de Karim. Honnêtement, j'ai vu le match, j'ai suivi le match. Il y a eu des actions litigieuses des deux côtés. Même nous, on aurait pu bénéficier d'un pénalty contre nous, même si on aurait pu bénéficier d'un pénalty pour nous. Le fait est qu'on a joué contre une équipe de 5 continents différents et de 80% qui sont originaires d'Amérique du Sud. Mais même ça, moi, je ne mettrais pas ça dans moi, la balance. Non, mais ça veut dire que dans le sens où, quand je dis ça, Karim, on n'a pas joué à armes égales. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est que, comme tu l'as dit, l'équipe A' est une équipe, c'est l'antichambre de l'équipe A, et avec des gens qui ne se sont pas trop côtoyés, qui n'ont pas eu de match ensemble pour se connaître, pour développer justement le truc, alors que l'équipe adverse, ils jouaient tout le temps ensemble, et que voilà. Mais on s'est battu à armes inégales sur le domaine sportif. Voilà, moi c'est mon point de vue. Moi, ce que je pense, alors moi là je parle en tant qu'entraîneur, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est difficile pour moi de juger, parce que je me dis, si j'étais à la place du coach, j'ai pas eu le temps de préparer l'équipe, parce que si on regarde à chaque poste, on était meilleur que les Émirats. Mais seulement, on n'a pas joué notre football. On pas été collectif. Voilà, le collectif, c'est là où... Et ça se travaille. Et c'est pour ça que je dis, quand c'était une sélection, et après c'est une équipe, il faut créer une alchimie, il faut créer les automatismes, des schémas, ce qu'on appelle des schémas préférentiels, où on sait, voilà, les joueurs, ils savent tout le monde comment l'équipe joue. Et l'équipe nationale, elle n'a pas eu le temps de se préparer, je pense, suffisamment pour dans ce genre de match-là, être prête. Mais on gagne contre le Bahreïn 5-1, on gagne contre l'Irak, on fait un nul sur le Soudan. Et à partir des Émirats Unis, on avait l'impression de voir une autre équipe peut-être.
avec moins de performance. Comment expliquer ça? Bah déjà, alors ce genre de match-là, c'est des matchs qui sont particuliers parce qu'il y avait beaucoup d'électricité dans l'air, c'est des matchs à enjeu. On a senti aussi un peu de pression au niveau des joueurs. Voilà, il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas de football. Ni les Émirats, ni l'Algérie n'a vraiment réellement joué au football. C'était des longs ballons, c'était du combat, c'était sur de l'envie, sur de la motivation, si on analyse ça concrètement. Et donc, quand on n'a pas un fond de jeu propre, sur lequel on sait, sur lequel s'appuyer, ben en fait, ça déclenche ce genre de match-là. Donc c'est pour ça, ça veut dire que si les joueurs ils ont leur certitude, ils savent non, mais on sait très bien que quand on ressort le ballon par là, et qu'on joue comme ça, on arrive à se créer des occasions, ben du coup, on se dit on ne prend pas de risque, on y va avec l'énergie, on y va avec avec la hargne, et c'est ce qui a donné un peu ce genre de match, qui est pour moi un peu un faux match, où on sort avec beaucoup de frustration parce qu'on était meilleur. Mais sinon, un bilan général de cette Coupe arabe? Pour moi, le bilan général à retenir, c'est-à-dire que, comme dit, c'était ce que j'ai dit au début, c'est l'antichambre des A. Donc c'est censé en fait mettre en lumière des jeunes joueurs, et ça l'a fait. On n'est pas parti avec les A. Si on voulait vraiment la gagner, ben on part avec l'équipe A, et on fait l'équipe A qui joue les deux compétitions en mode de préparation. Donc moi, j'ai toujours regardé le verre à moitié plein. Donc je retiendrai ça, de dire ok, il y a 4 joueurs d'ailleurs qui ont été sélectionnés maintenant avec les A. Mais on en a notamment 2 qu'on a découverts, voire 3. Et c'est ça, moi, ce que je vais retenir. On les a découverts aussi grâce au sélectionneur Majid Bouguera qui a, on le sait, annoncé sa démission suite à cette petite déception. Mais Majid Bouguera a quand même à son palmarès déjà une coupe arabe, et il a pu aussi révéler les compétences de certains joueurs. Je fais allusion à Boulbina, à Berken aussi. Donc, je sais pas, on peut dire que le passage de Bouguera laisse quand même un héritage positif pour l'équipe nationale. Alors, si on cherche ces statistiques à Majid Bouguera, déjà, bon, j'ai parlé avec lui après le match, où j'ai pas très bien compris pourquoi. Je lui pose la question, bon, après il m'a donné ses explications, mais pourquoi il avait démissionné. Il est éliminé là, sur cette compétition, sans avoir perdu un match. Exactement, parce que les pénaltys, c'est exactement. Voilà, et exactement. si on regarde toutes les compétitions qu'il a faites depuis qu'il est allé à la tête des A-Prime, il a perdu aucun match. Donc défensivement, ce que je disais, en fait, quand on prend une équipe, on arrive à mettre des choses en place défensivement. Après, c'est de créer du jeu, c'est ça qui met du temps, et c'est pour ça qu'il faut de la préparation. Mais en tout cas, quand on regarde un peu le bilan, en tant que coach ou sélectionneur, il a perdu aucun match. Et il a un bilan plus qu'honorable. Il faut savoir le dire, il a un bilan plus qu'honorable. Il aurait pu rester, continuer sa mission. Bon, son contrat il s'arrêtait de toute façon là, à la fin de l'année. Donc là, le 31 décembre, son contrat s'arrête avec la fédération. Donc bon, après, ça sera à lui de s'expliquer sur le sujet, quoi. J'aimerais juste revenir sur le match, effectivement, en jeu. Très important, effectivement. Tu expliquais qu'il y avait une certaine tension, il y avait une certaine électricité dans l'air, une certaine pression positive. Mais c'est mon point de vue, et ça n'engage que moi. Aujourd'hui, un match à enjeu face aux Émirats Arabes Unis qui ne nourrissent pas vraiment je dirais, de rapport positif ou de rapport bienveillant à l'égard de l'Algérie, de croire qu'il n'y a pas eu d'action dans les coulisses. Parce que moi, quand je regarde le match, effectivement, l'arbitrage, on peut en discuter. Il y a plusieurs angles de lecture. Je ne suis pas spécialiste, même si j'en ai fait du foot quasi semi-pro dans ma jeunesse lointaine. Ligaments croisés lui aussi. Ceci étant, Oui, mais lui, il était jeune. Voilà. Ceci étant, je peux dire qu'il y avait un certain laxisme de l'arbitrage, même s'il y avait des possibilités d'avoir un penalty de part et d'autre, et ça s'appelle l'équilibre. Il faut bien déguiser et avoir de la cosmétique pour pouvoir mieux passer la pilule. Et puis, il y a une action qui m'a frappé, je ne sais pas vous, et je regardais le match en live et j'étais hors de moi. Quand je voyais un employé d'apparence d'origine indienne à qui on demandait, le staff émirati, qui demandait d'aller subtiliser, voler littéralement la bouteille du gardien de but algérien, où il y avait des notes notamment sur les tirs de l'équipe adverse. N'ayant pas pu la voir, donc c'est le gardien émirati qui se chargeait de se mettre à côté pour regarder et expliquer à ses coéquipiers de quel côté il faut tirer. Donc vous voyez bien qu'il y a... Mais bon, c'est les Émirats, c'est un peu propre un peu à leur style, c'est-à-dire ce mercenariat à travers des joueurs, mais pas que, à travers aussi des agissements petits, peut-être de bonne guerre, vous allez me dire, mais encore une fois, c'est naïf de croire que les Émirats n'ont pas œuvré dans les coulisses pour gagner ce match.
Et puis au-delà des résultats, on a tout de même vu une équipe assez bien structurée, avec des profils de joueurs qui se sont distingués, qui ont brillé. C'est lesquels qui vous ont le plus frappé, Karim? Ouais, mais je voudrais juste quand même revenir un peu sur le sujet parce que j'ai vu cette vidéo aussi tourner avec le kiné qui va comme ça derrière le but par rapport à ça et beaucoup de personnes m'ont posé la question de dire oui, qu'est-ce qui s'est passé là réellement? En fait, ce qui se passe, c'est que le staff prépare forcément tous les tireurs, savoir où ils vont tirer, à gauche, à droite. Mais les joueurs, on le sait que l'équipe adverse se prépare à savoir à regarder où on a tiré les derniers matchs. Donc ça, on le sait. Donc après, c'est du poker menteur à savoir, est-ce que je vais tirer comme d'habitude parce qu'il va anticiper peut-être l'autre côté en pensant que je vais changer. Donc il y a toujours encore cette incertitude qui reste. Et parce qu'il y en a qui ont dit ouais, voilà, qu'ils avaient triché, mais le staff algérien, il peut prévoir que les 5 premiers tireurs. Parce que c'est la liste qui est donnée en fait quand il y a le rond central à la fin du match. On donne les 5 premiers et après quand on arrive au 6e, ben, en fait c'est un peu au feeling. Parce que si ça va jusqu'au 10e, on n'a pas prévu autant. Donc c'est au cas par cas. Et vu que nous, on a perdu au 7e, 8e penalty, là, à aucun moment, ils ont pu, eux, anticiper quoi que ce soit. Parce que, je veux dire, nous-mêmes, l'Algérie, on ne pouvait pas l'anticiper. On ne savait pas qui était. Et même dans le staff, ils ne savaient pas c'est qui le 6e, c'est qui le 7e qui veut tirer. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pour ça que c'est, pour moi, un peu une fake news. En pensant, OK, ils ont voulu essayer de faire de l'intox. Il y a un peu d'intox dans ce genre de match en jeu où ces petits détails jouent. Mais là, sur ce coup-là, ça n'a pas eu vraiment d'incident. En tout cas de conséquences pour moi sur les joueurs. Et pour Merci, la deuxième Karim, question, de donc, débunker. c'est qui votre chouchou de la compétition pour l'équipe nationale Algérie? À prime. Pour la prime, on en a eu 3 joueurs, deux qui ont été sélectionnés, qui ont eu des révélations un petit peu. Boulbina. Voilà, donc Boulbina. Il y en a un qui n'a pas été sélectionné, qui est un peu dommage aussi, Abada, le défenseur, ça l'a permis de le mettre en valeur. Voilà, donc non, c'est ça et c'est l'objectif de ces compétitions. Quand nous on y va avec une équipe A', c'est de mettre en valeur des joueurs, en tout cas donner l'opportunité à des joueurs de se mettre en valeur et ça a été le cas, quoi. Est-ce qu'il ne nous a pas manqué la folie bon, après, on ne peut pas refaire l'histoire. Est-ce qu'il ne nous a pas manqué un peu la folie sur le terrain de Youssef Belaïli qui s'est blessé juste avant la compétition, qui était en quelque sorte le détonateur de cette équipe A' qu'il a toujours bien réussi. On se souvient tous du but monstrueux qu'il avait marqué en demi-finale ou en quart de finale contre le Maroc du milieu de terrain. Est-ce que justement des joueurs de ce profil-là, un peu explosif sur le terrain, un créateur de jeu, un créateur de solutions, ne nous a pas manqué dans cette équipe A' de cette année? Bah alors là, moi je vais reposer une autre question parce que dans ces cas-là, il y a eu beaucoup de polémiques justement sur le fait que l'effectif, il y avait pas assez de jeunes joueurs. Ouais. Donc c'était là, après c'est des choix. C'est-à-dire que D'accord. Majid Bouguera, il est parti, il a fait le Chan au début d'année avec une équipe très jeune. Il a vu que ça manquait un peu d'expérience. Donc là, il a essayé de compenser en disant comme j'ai pas le temps de les préparer, je vais miser un peu plus sur l'expérience en essayant de faire un bon équilibre entre les deux. C'est sa stratégie. Donc voilà, il a fait un choix qui a été beaucoup discuté sur le choix des anciens qui devaient accompagner. Mais il ne pouvait pas faire non plus une équipe que d'anciens, parce que c'est pas le but des A'. Donc c'est ça, c'était l'équilibre qu'il devait trouver. Et voilà, il a pris des décisions. Il y en a qui ont fonctionné, il y en a qui ont un peu moins fonctionné. Et, donc voilà. Karim, vous en parliez tout à l'heure, Vladimir Petkovic a récemment dévoilé la liste de l'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en fin décembre. Donc 4 joueurs de l'équipe B ont été retenus pour cette compétition qui est tout de même cruciale, il faut le marquer. Atal, Boulbina, Berkane et Tougaï. Est-ce que selon vous c'est un pari prometteur? Oui, alors oui, mais là aussi réellement il y en a que 2. Parce qu'il y en avait 2, que ce soit Atal ou Tougaï, c'est des joueurs qui ont déjà été. Même lui, il l'a fait dans une conférence de presse. Il a expliqué en disant que ces joueurs-là, ils avaient été envoyés avec les A' pour avoir du temps de jeu, pour être prêts pour la CAN. Donc c'était aussi une information que le grand public reçoit en disant finalement, il y a eu des préparations entre l'entraîneur des A', Majid Bouguera, et l'entraîneur des A. Et après, voilà, comme je disais, il y avait les 2 révélations, et plus peut-être Abada qui méritait aussi un peu d'avoir peut-être sa chance, en tout cas dans le groupe pour la CAN. Voilà, en espérant que cette Coupe arabe et que la CAN aussi soit aussi un tremplin pour l'objectif final qui est bien sûr la Coupe du Monde 2026. Alors déjà entre la coupe arabe et la CAN, pour moi il n'y a pas de lien. Parce que c'est pas du tout les mêmes effectifs. C'est pas comme c'est une équipe qui a été préparée et qui va continuer. C'est 2 équipes qui sont totalement différentes.
Il y a des joueurs qui vont venir un peu avec cet élan de préparation, qui ont fait la Coupe arabe, qui vont intégrer le groupe de la CAN, mais c'est un nouveau groupe, une nouvelle équipe qui, elle, a déjà, par contre, un coach qui les a préparés depuis des années. Ça fait 2 ans, je crois, qu'il est là, Petkovic. Donc là, sur ça, de dire l'argument que je disais au début, qu'il n'a pas eu le temps de préparer l'équipe, sur ça, là, il n'aura pas cette excuse-là. Et donc voilà, on espère que cette fois-ci, ça se passe mieux, parce que si on regarde il y a 4 ans, en 2021, quand l'équipe nationale gagne la Coupe arabe, ça se passe mal après à la CAN. Ouais. C'est Donc vrai. espérons cette fois-ci que ce C'est soit le contraire. c'est le contraire. Il y a des chances pour la Coupe d'Afrique, pour l'Algérie. On espère tous. On espère. On espère. Au vu de la préparation, de l'entraîneur, de ce qui a été fait. En fait, justement. quand on regarde, on a des vrais joueurs, on a des vrais bons joueurs à chacun des postes. D'ailleurs, ça fait polémique parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été convoqués, comme un Ben Taleb, qui sont des bons joueurs. Donc l'Algérie a le choix, c'est le luxe qu'on a. Et maintenant, le coach, il a son plan de jeu, il a sélectionné des joueurs en fonction de la stratégie qu'il a en tête, en tout cas en fonction de ce qu'il vise. Et puis voilà, c'est lui, il prend ses responsabilités, nous on est là et on doit le soutenir. Et voilà, et soutenir notre équipe. Merci beaucoup Karim Motmour pour vos éclairages. Et dans DZ Showtime, on ne parle pas que de foot, on parle aussi de l'Algérie qui agit, une Algérie unie, indivisible, portée par ses enfants, où qu'ils soient partout dans le monde. Et ce soir, justement, on met en lumière cette solidarité entre les deux rives de la Méditerranée à travers la société civile algérienne en France. On a l'honneur d'avoir avec nous ce soir en direct de Paris Samia Chemlal, fondatrice de l'association Sud-Est, une association humanitaire qui est créée par un couple d'Algériens actifs dans plusieurs pays à travers le monde et qui incarne cet esprit d'unité, d'entraide et de patriotisme. Samia, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum à tous. Walaikum salam. Alors, je vais commencer avec cette question. Samia, pourquoi est-ce que c'était important pour vous de créer cette association en étant loin de l'Algérie? Est-ce que dès le départ, c'était une façon pour vous de rester utile au pays? Déjà, nous, on vit en France. Donc, les aides, il y a beaucoup de demandes en Algérie. Donc, si on serait en Algérie, on n'aurait pas eu tous ces dons que nous avons ici en France. Donc, la diaspora donne beaucoup au niveau des dons, au niveau de l'handicap. Donc, c'est pour ça que nous, on a un projet de s'installer en Algérie, Inch'Allah, si elle nous en permet, évidemment. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'au niveau des dons, on a plus de dons au niveau du handicap qu'on puisse ramener en Algérie au niveau de la France. Samia, vous faites beaucoup d'humanitaire. Est-ce que sur le terrain, vous ressentez cette solidarité, cette unité aussi entre Algériens, même à l'étranger? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dès qu'on fait des appels aux dons, dès qu'on ramène en Algérie et lorsqu'on donne une chaise roulante à une personne et derrière, on voit le sourire, c'est qu'on a gagné. Et la société civile, on peut dire, ça devient un peu, entre guillemets, une sorte d'ambassadrice du pays. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. De toute façon, on est porteur ici au niveau de la France. Ce que je peux dire, c'est que la jeunesse maintenant est très, très, très demandeur au niveau de l'Algérie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir et me disent, Samia, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'Algérie? Alors, je leur dis déjà, dès le départ, allez faire vos papiers algériens. Dès le départ, allez faire vos papiers. Oui, allez faire vos papiers algériens pour voter et investir en Algérie. Il y a énormément de choses à faire là-bas. En tant qu'association, il y a énormément de choses à faire là-bas. Il y a beaucoup de demandes. On a tellement de demandes de nous, on peut pas subvenir à tout le monde. Donc c'est pour ça que là, on espère d'avoir un pôle en Algérie pour qu'on puisse faire les allers-retours entre la France et l'Algérie pour aider plus de gens dans le besoin. Donc la générosité algérienne n'est pas légendaire, c'est une vérité absolue. Oui, 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 oui. Ah oui. Vous vous en rendez compte que voilà, c'est pas un fantasme de dire que quand on est algérien, on est généreux de nature et on aide son prochain. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et ils nous parlent, par exemple, il y avait une dame, la dernière fois c'est pareil, je lui disais voilà, on a besoin de manteaux, on a besoin de tout ça. Elle était prête à retirer son manteau qu'elle avait sur elle pour me le donner. L'Algérien dans toute sa splendeur. Ah, exactement. Alhamdoulilah. Et ce que vous montrez aussi, Samia, c'est qu'on peut vivre ailleurs sans jamais cesser finalement de porter l'Algérie en soi, que ce soit par l'action, l'unité ou encore la solidarité. Finalement, l'Algérie, c'est aussi une affaire de cœur. Ah oui.
Ah oui, le gros cœur même, gros cœur. Vous savez, il faut pas croire qu'on est en France, comment dire ça, on a oublié les martyrs qui sont tombés pour le drapeau. Mhm. D'accord? Il y a du sang qui est tombé pour les drapeaux. On a eu notre indépendance, alhamdoulilah. Et c'est vrai que la jeunesse de maintenant s'est réveillée. Beaucoup de gens pensent que la jeunesse s'est endormie, mais au contraire, elle s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup réveillée. Juste, elle tâte le terrain. Elle part en Algérie. Elle visionne un peu qu'est-ce qu'il y a à faire. Elle pose des questions aux gens là-bas. Elles reviennent ici. Ils se regroupent entre eux. Ils disent, bon alors, toi, tu as été à tel endroit, qu'est-ce que tu as pu voir? Toi, tu été à tel endroit, qu'est-ce que tu as pu voir? Et tout ça, ça forme ici une jeunesse, mais vraiment, je vous dis, l'avenir, elle est là. La diaspora se réveille. Est-ce que vous pensez, Madame Chemlel, justement, que c'est pas aussi une sorte de fuite des différents pays de la diaspora où ils sont installés, où ils en ont marre d'être stigmatisés, où ils préfèrent rentrer véritablement chez eux, parce qu'un Algérien est Algérien partout dans le monde, mais surtout dans son pays. Est-ce que vous ressentez pas justement une sorte de ras-le-bol des Algériennes et des Algériens à travers le monde, et en se disant finalement je ne suis bien que chez moi? Exactement, exactement. Moi, je côtoie beaucoup de monde, hein, de n'importe quelle nationalité, n'importe quel pays. Je côtoie beaucoup de monde, et c'est vrai que moi, je suis beaucoup pour la jeunesse, parce que c'est elle qui va reprendre la relève de l'Algérie. Le flambeau, bien Et c'est sûr. vrai que la jeunesse de maintenant a un ras-le-bol total de tout ce qu'ils entendent. Les médias, voilà. les médias Les mainstream, médias, les médias voilà, mainstream les médias. qui leur tapent dessus du matin au soir, qui les Exactement, stigmatisent. voilà. Exactement. C'est encore l'Algérie. Vous allez de l'autre côté, c'est encore l'Algérie. Vous changez de scène, c'est l'Algérie. C'est des islamistes, c'est comme ci, c'est comme ça. Arrivé un moment, la jeunesse, ils en ont marre. Ils veulent prouver comme quoi, non, on n'est pas comme ça. On est algérien, nos parents sont algériens, on est né en France, mais on a une nationalité. Donc eux, leur but, c'est de retourner en Algérie. Je vous dis pas ça pour. Ouais, ils comment dire ça, subissent ce pour rejet, motiver. ils subissent ce rejet Exactement. dans leur chair, quoi. Ils ont vu que ici, ils ont plus d'avenir. Toutes les portes se referment à eux. Donc, eux, leur but maintenant, c'est vraiment de retourner en Algérie. Je connais d'ailleurs un jeune qui est agent immobilier. Je lui ai dit, va faire tes papiers algériens. Il part toujours en Algérie avec un visa. Il me dit, oui, mais tu sais, c'est compliqué, le consulat et tout. Je dis, t'inquiète pas. Une fois que tu es prêt, tu me dis, je viendrai avec le consulat, il n'y a pas de souci. Et ben, il est parti là en Algérie avec un visa. Il a fait tout le tour de l'Algérie tout seul. Il est revenu, il m'a dit, Samia, t'as raison. Il m'a dit, je vais faire quelque chose en Algérie. Et vous ressentez justement l'aide des antennes consulaires pour justement la communauté nationale à l'étranger, le changement sur ce côté-là? Oui, oui, oui. Bon, juste, c'est vrai qu'il y a un peu d'attente au niveau des rendez-vous, au niveau des consulats, parce que tout se passe par rendez-vous. Mais non, ça va. Franchement, le consulat sera à l'écoute de la jeunesse. Très Il n'y bien. a pas de souci. Non, non. Très bien, merci beaucoup Samia Chemlel d'avoir répondu à nos quelques questions. C'est vraiment une fierté pour nous de voir des Algériens comme vous à l'étranger qui font rayonner le pays. À bientôt. Merci, salam alaikum. Alaykoum salam. Allez, on revient à Alger pour parler cinéma avec notre cher Faisal Matawi, le spécialiste du 7e art, avec la clôture de la 12e édition du Festival international du film d'Alger, Absolument. qui s'est clôturé en apothéose cette semaine au Théâtre national Mahiedine Bajdarzi, un événement cinématographique majeur qui a mis à l'honneur des œuvres fortes, engagées et créative. Et d'ailleurs, le Grand Prix du meilleur long métrage a été attribué au film algérien Roqya, réalisé par Yanis Koussim, un film d'horreur, une première fois. Le premier film d'horreur qui plonge dans les années 90. Les années 90, le film Roqya qui a été projeté en avant-première internationale au Festival de Venise en septembre, et il vient d'être projeté aussi au Festival de Letzi en Arabie Saoudite, et qui sortira, c'est une annonce, dans les salles à partir du 22 décembre. À partir d'Alger, donc le public pourra voir ce film, c'est à voir, parce que Yanis Koussim est à son deuxième long métrage. Le festival revient aussi, Nariman, le festival d'Alger
festival international. C'est la 12e édition. Il clôture une série de festivals qui a commencé en septembre avec les rencontres cinématographiques de Bjaya, avec le festival de Imedras en Betna, du court-métrage, le festival d'Oran, du film arabe, le festival d'Annaba, du film méditerranéen, le festival de Timimoun aussi, du court-métrage. Donc c'est un festival, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'activités, des masterclass sur l'écriture du scénario, sur la réalisation, des intérêts pour les jeunes, justement pour les formations au métier cinématographique, des hommages qui ont été rendus notamment à Hélène Mortefi, qui est une journaliste américaine qui a été épouse d'un diplomate algérien qui a lutté justement pour la libération de l'Algérie dans les années 60, et aussi un hommage particulier pour Biouna et pour Salah Aougout, beaucoup de films, beaucoup de projections, et aussi pour la première fois pour le Festival d'Alger, un souk, c'est-à-dire un marché financer des films dans le futur. C'est un peu l'orientation qui a été donnée par le commissaire du festival, M. Mahdi Ben Issa. Absolument, Faisal. D'ailleurs, la ministre de la Culture, Malika Bendouda, a d'ailleurs rappelé que ce festival, c'était plus qu'un rendez-vous artistique, c'était aussi un véritable levier de développement et un outil de diplomatie culturelle. Mahdi est en larmes à côté de vous. C'est un peu le soft power à travers le cinéma, parce que maintenant, 2026 sera une année qui sera marquée par la production de films, de nouveaux films, dont le film d'Ahmed Bey, un film qui attend depuis 10 ans, qui sortira théoriquement en février 2026 avec d'autres films. Donc effectivement, les festivals de cinéma, c'est une rampe de lancement pour les films algériens, mais aussi pour permettre une présence, parce que le soft power, ce n'est pas uniquement le football, parce qu'il en fait partie, mais également le cinéma. Et donc 2026 sera une grande année, à mon avis, parce qu'il y a beaucoup de films qui vont sortir dans les salles. Voilà, on va finir rapidement. Et tout le monde est d'accord avec Absolument. Absolument, Faisal, et on va finir rapidement l'émission sur l'image de la semaine, une image pleine de fierté et de couleurs. L'Algérie a remporté le prix du meilleur stand au groupe arabe lors de la 12e édition du International Embassy Showcase à Washington, un des plus grands événements diplomatiques, culturels de la ville, qui rassemble chaque année des ambassades du monde entier. Et c'est l'Algérie qui les a séduits cette année. Parmi 71 ambassades participantes, elle s'est distinguée par la beauté et la qualité de sa présentation, prouvant une fois de plus que notre culture continue de briller et de rayonner à l'international. J'ai fini. Absolument. À vous les studios. Et avant de clore cette émission, d'abord on remercie Karim Atmol d'avoir été avec nous encore une fois. Merci. Merci. On espère vous retrouver très bientôt autour de cette table. On rappelle également que Faisal Mataoui a dit ce soir 8 fois absolument. Faisal Mataoui, vous nous devez à tous des cafés. 8 cafés chacun. Voilà. Oui, absolument. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Merci d'avoir participé à cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Rendez-vous dimanche prochain, 21h.